Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chapitre La Troisième République, un régime, un empire colonial. Alors c'est même notre première vidéo à ce sujet puisque vous avez fait le début du cours avant les vacances et je vous avais simplement envoyé le cours sous forme écrite. Donc ici on était dans un grand 1, donc la République s'enracine. Et on avait vu ensemble, donc, enfin vous aviez vu avant donc les vacances, un grand A des débuts difficiles. Donc l'idée, hein, c'était vraiment, je vous rappelle rapidement, c'était de comprendre que en fait la Troisième République, quand elle est proclamée en 1870, c'est dans un contexte très difficile. Je vais prendre 2-3 minutes pour le revoir avec vous. La France est en train de prendre une bonne déculottée militaire face à l'Allemagne. Napoléon III a abdiqué en ayant été fait prisonnier à Sedan, et dans la confusion, on décide de proclamer la République. Mais la République, en fait, c'est le seul régime, c'est un régime par défaut, c'est le seul qui arrive à faire un peu consensus, parce que tout le monde se dit, au moins avec ce régime-là, si on obtient la majorité, qu'on soit monarchiste, bonapartiste ou je ne sais quoi, eh bien on va pouvoir imposer notre régime derrière. Donc on a ce consensus, mais tout le monde sait bien qu'en fait, tout le monde le voit, en tout cas cette République, tout le monde la voit comme un régime provisoire. Et donc vraiment, mais les circonstances font que finalement, cette République va durer. Un petit miracle, les royalistes n'arrivent pas à s'entendre, euh, et finalement, eh bien, les quelques élus des Républicains qui ont été élus en 1870 arrivent à faire entendre raison à tout le monde, et c'est la République qui progressivement va s'installer. Tout ça, c'est un processus qui va mettre 10 ans, de 1870 à 1880. Et en 1881, c'est là où on va reprendre. D'accord? Eh bien, la République est consolidée. Les députés sont majoritairement pour la République, c'est mieux dans une République. Le Sénat, parce qu'on avait vu les institutions, est aussi républicain. Et enfin, le président de la République, qui était avant le très conservateur et très royaliste MacMahon, doit démissionner car justement, il n'arrive plus à... La possibilité de restaurer la monarchie est devenue totalement impossible. Et donc, on va chercher Jules Grévy, un républicain. Toutes les institutions sont aux mains des républicains. Et donc, justement, à partir de 1880-1881, eh bien, les républicains ont enfin les mains libres pour mettre en place des mesures dites libérales, des mesures plus en rapport avec leurs valeurs républicaines. C'est ce que vous aviez à voir avec donc la correction des questions sur les grandes lois républicaines, justement. Quelles sont ces grandes lois républicaines qui sont mises en place très rapidement après, donc dans les années 1880, et puis on va aller jusqu'à 1905. Alors la première question, portait sur la liberté de réunion. En quoi la liberté de réunion sert-elle à la liberté d'expression et facilite-t-elle la vie politique? Pour répondre à cette question, vous avez ici deux courts documents. Et donc un sur, voilà, donc notamment la loi de 30 juin 1881 qui met en place la liberté de réunion, et justement ensuite comment elle s'en sert avec une réunion publique en 1885. Donc ici, la réponse, elle était toute simple, elle était au début. Donc dans cet article 1, les réunions publiques sont libres, elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable. Et ben voilà, tout est dit ici, d'accord? Les républicains ont été maltraités les années dans les régimes précédents, la Restauration, la monarchie de Juillet, le Second Empire, impossible pour eux de se réunir, etc. Et donc, la première chose qu'ils font, ils veulent une véritable liberté politique en France, hein, et elle doit servir tout le monde, pas seulement les républicains, hein. Si on est monarchiste, on a aussi le droit de se réunir. C'est le principe même, c'est un des fondements de la République, c'est la liberté. Et donc ici, bien n'importe qui peut désormais se réunir pour toute raison. Il faut une autorisation, d'accord? Enfin, il faut pas d'autorisation justement. On fait la demande, on fait une déclaration, on va se réunir, mais c'est tout, d'accord? Il n'y a pas besoin d'obtenir une autorisation. Et justement ici, c'est illustré avec en 1885 une Georges Clemenceau, donc un républicain, qui peut tenir une réunion publique à Paris pendant une campagne électorale. Il en a tout à fait le droit. C'est en fait finalement c'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, une campagne électorale, c'est un candidat qui va dans les différentes villes, villages, etc. Mener des campagnes, d'accord, des réunions, tout simplement pour mener sa campagne, et c'est tout à fait autorisé. Et bien ça, on l'a hérité de 1881.
Bref, ici donc en quoi la liberté de réunion sert-elle à la liberté d'expression? Bah tout simplement, si on peut pas se réunir, il peut pas y avoir de liberté d'expression, surtout dans ce contexte de 1881, d'accord? C'est ce que je vous mets là, d'accord? Entre parenthèses, n'oubliez pas qu'il n'y avait ni radio, ni cinéma, ni télévision. La réunion publique, c'est le seul moyen de communiquer directement avec les citoyens, c'est le seul moyen d'échanger finalement. Et donc bah là, pourquoi ça facilite la vie politique? Bah tout simplement, c'est ce que je vous mets, chaque candidat peut s'exprimer librement et peut enfin être entendu sans aucune restriction. Voilà. Donc ici, il ne peut pas y avoir véritablement de liberté d'expression, surtout à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, ce serait, il y a encore, je pense, une liberté d'expression, même si aujourd'hui, par exemple, en période de confinement, la liberté de réunion est sérieusement mise à mal. Euh, eh bien, tout simplement, ici, on peut quand même s'exprimer. Bah, à l'époque, c'était beaucoup plus difficile, d'accord? Donc voilà, bien sûr, il y avait la presse, mais c'est ce qu'on va voir juste après. Donc j'espère avoir été clair. Donc ici, c'est pas étonnant que dès 1880, donc dès que les républicains ont les mains libres au pouvoir, eh bien, on prenne ce genre de règles parce que cette liberté de réunion, cette liberté d'expression ont été malmenées pendant les années précédentes par les régimes précédents. Et donc voilà, hein, c'est ce que je vous dis. Voilà, c'est un symbole fort, donc qui tranche avec les anciens régimes où justement la liberté de réunion était quasi impossible ou a été souvent malmenée. J'enchaîne tout de suite avec la question 2, hein. L'objectif c'est de ne pas faire trop long. Qu'est-ce qui a permis une meilleure pénétration de la presse dans les campagnes françaises? Eh bien tout simplement, ici, 1881 aussi, loi très importante, loi sur la presse, 1880, l'imprimerie et la librairie sont libres. Il y a donc une liberté totale de la presse, tout simplement. Et donc du coup, bah, dans les campagnes, on voit arriver de nombreux journaux. Et ça va être très 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 important dans l'éducation politique des citoyens. Les campagnes, c'était globalement, à cette époque-là, le point faible pour la République. On est dans des endroits reculés, donc difficilement accessibles, même si la révolution des transports a amélioré les choses. Et finalement, dans des endroits assez conservateurs, très religieux. Donc globalement, on va en reparler, mais la religion, notamment catholique et la République, ne font pas bon ménage à ce moment-là. Et donc ici, bah, l'arrivée de la presse qui peut librement éditer et qui va facilement se diffuser justement grâce à la révolution des transports va arriver dans les campagnes. Et dans les campagnes, cette presse va contribuer à l'éducation du citoyen qui va pas forcément voter pour quelqu'un juste parce qu'il a un nom. Comme par exemple Bonaparte, on l'avait vu ensemble en cours. Cette fois-ci, les idées vont pouvoir être écrites, diffusées, chacun va pouvoir se faire son opinion. Bref, la presse éduque les citoyens et d'un seul coup, le suffrage universel devient moins dangereux. D'accord? Confier le suffrage universel à des gens qui ne savent ni lire ni écrire et qui votent pour la première personne juste parce qu'il a un nom connu, mais c'est pas forcément un gage de sécurité pour la démocratie et pour la République. Là maintenant, on va le voir grâce à l'école aussi, on lit de mieux en mieux dans les campagnes, etc. Et comme la presse arrive, eh ben, on a une diversité d'opinions qui se crée. Les gens se créent leur propre opinion. Et donc c'est essentiel pour la République et pour la démocratie. Alors voilà, c'est ce que je vous souligne ici. L'imprimerie et la librairie sont libres, c'est la base. Donc qu'est-ce qui a permis une meilleure pénétration de la presse? La réponse est donc loi de 1880 rétablit, je mets rétablit, hein, la liberté de la presse parce qu'elle a déjà existé, puis elle a été souvent malmenée elle aussi. Donc ça va reprendre tout ce que je vous ai dit ici. Cette liberté permet de publier un journal sans demander la moindre autorisation. Hein, pareil, pendant très longtemps, il fallait que le régime soit d'accord avec le journal pour qu'il puisse paraître. Bref, difficilement compatible avec la liberté de la presse. Et donc du coup, bah forcément, tout le monde se met à publier des journaux, et donc on a une énorme diversité d'opinions, et chacun peut se faire sa propre idée. Ça contribue donc, c'est ce que je vous mets, à l'éducation politique du citoyen. Si j'ai été vite, n'hésitez pas, vous mettez pause et vous prenez tout ça en note. J'enchaîne sur la question 3. Euh, Sur quelle autre liberté la loi libéralisant le syndicalisme s'appuie-t-elle? Alors ici, pareil, c'est une autre grande avancée, le syndicalisme, et je vais en reparler un petit peu après. Et donc on avait ce document, hein, et c'était notamment, on va voir ici la fin, d'accord, là, de l'article 2. Donc les syndicats ou associations professionnelles pourront se constituer librement sans autorisation du gouvernement. Donc ici, une nouvelle fois, ça va être sur la liberté d'association, pas besoin et de réunion en quelque sorte.
Donc, ces deux lois qui vont arriver à peu près en même temps et qui sont indispensables, les syndicats peuvent se réunir. En quoi c'est important? Tout simplement. Donc, petit rappel, en 1864, Napoléon III, hein, on n'est pas sous la Seconde République, on n'est pas sous la Troisième République, on est sous le Second Empire. Napoléon III accorde le droit de grève après de nombreux mouvements ouvriers. Mais ce droit de grève n'a pas vraiment d'un fort impact sur les salariés parce qu'ils ne peuvent pas faire entendre leur voix justement parce qu'il n'y a pas de syndicat, il n'y a personne pour défendre leur voix. Ces choses réparées, et pour ça, il fallait la liberté d'association de 1901, avoir parlé, et la liberté de réunion de 1881. Et ces deux lois-là vont permettre ici, donc, la loi sur les syndicats, 1884, loi Waldeck-Rousseau, on va en reparler après. Le but très important et qui montre bien encore une nouvelle fois que c'est pour les libertés, donc voilà pourquoi on est dans ce grand B, une république libérale. L'objectif ici, c'est de protéger les ouvriers qui pourront plus facilement faire défendre leurs droits. Donc c'est une loi qui augmente les libertés puisqu'on peut se défendre. J'espère être clair pour le moment. Je passe maintenant à la question 4. Encore une mesure libérale, encore une loi différente. Par quel mécanisme le maire doit-il être élu et pour quelles raisons selon Gambetta? Pour ça, vous aviez ici donc un discours prononcé justement par le républicain Léon Gambetta. C'est lui qui a proclamé la République le 4 septembre 1870. Et donc, Léon Gambetta, lui, donc, tient tout un discours pour parler de l'élection des maires. Et notamment, eh bien, il y a les passages que je viens de vous souligner là. Donc, il faut que le maire soit élu de son conseil municipal. Il est indispensable que celui qui doit être placé à la tête de la commune soit véritablement désigné par le suffrage de ses pairs, de ses amis, de ses concitoyens. Ça vous paraît, je pense, assez logique, d'accord, qu'aujourd'hui, l'élection du maire, ça se passe comme ça. On élit des conseillers municipaux qui élisent eux-mêmes le maire. À l'époque, pas du tout, hein. C'était les préfets qui nommaient les maires. Donc, c'était nommé voilà, directement par le gouvernement, c'était les représentants du gouvernement qui nommaient les maires. Ici, 1884, on change tout et les maires vont enfin être élus au suffrage universel. Et à cette époque-là, le maire, hein, d'accord, on est dans une économie beaucoup plus locale, donc on a beaucoup plus de poids et c'est très important ici. Et c'est une grande avancée, c'est aussi une grande confiance qu'on fait envers les citoyens justement, en leur accordant plus de possibilités au suffrage universel, pas simplement élire les députés, on permet aussi l'élection des maires, etc. Donc on fait plus confiance aux citoyens, et donc c'est une grande avancée. Le droit de vote qu'ont les hommes, hein, seulement les hommes à l'époque, eh bien sert plus. On ne va pas juste voter une fois de temps en temps pour les députés, maintenant on va aussi aller voter pour le maire, et puis il va progressivement se diffuser. Bref, donc au niveau de la réponse, voilà, donc rappel, hein, sous le Second Empire, les maires étaient nommés par le pouvoir. Ici, donc, Gambetta, comme je vous ai dit, grand homme politique de la Troisième République, souhaite établir l'élection au suffrage universel. Et oui, car c'est indispensable, il faut que les citoyens puissent se reconnaître et avoir confiance dans les gens qui sont tout simplement au pouvoir. La République, Troisième République, encourage et diffuse le suffrage universel. Une nouvelle fois, j'écris pas mal de choses, hein, c'est des réponses assez complètes. N'hésitez pas à mettre pause pour reprendre tout ça. Enfin, dernière question sur la République libérale, avant de faire un petit bilan. Est-ce que la liberté d'association est totale? Alors ici, donc, la fameuse loi de 1901, hein, qui est encore en grande partie telle qu'elle aujourd'hui. Elle a été certes en partie modifiée, mais ici, la loi de 1901, quand vous constituez une association aujourd'hui, on parle encore d'association loi 1901. Donc, tout simplement, ici, on a l'article 2 qui est très clair. Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable. Donc, a priori, la liberté d'association est totale. Oui, mais article 3, et c'est assez logique finalement, hein, eh bien non. Si cette association a un objet illicite, si elle est contraire aux lois, ben non, l'association sera nulle, pas d'effet. Okay. Mais surtout, ce qui m'intéresse ici, moi, c'est l'article 13, d'accord? On va parler des congrégations religieuses, donc en fait les associations religieuses. Eh bien, leur reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congrégationniste, pardon, en vertu d'un décret en Conseil d'État. C'est-à-dire que l'État va devoir donner son accord. Et ici, c'est très très important. Ça veut dire que la liberté d'association est accordée à tout le monde du moment que c'est légal, sauf
aux associations religieuses qui, elles, vont devoir obtenir un accord. Et cet accord, bah, il va pas être donné si souvent que ça, puisque seulement 5 congrégations vont être tolérées. C'est vraiment pareil, vous voyez ici, là, ça va être une volonté, c'est très important, ça va être le deuxième virage de la République libérale, c'est une République libérale et laïque, d'accord? Donc ça va, mais après, ça c'est toujours libéral, puisqu'en fait l'objectif c'est d'assurer la liberté de conscience. J'espère avoir été clair, on va voir ça, de toute façon je résume. Ici donc, les associations dont l'objet serait contraire aux lois, d'ailleurs, donc ne sont pas autorisées, j'espère que ça vous paraît logique. Il en va de même pour les associations religieuses qui doivent obtenir une reconnaissance légale avant de pouvoir s'établir. La volonté de rendre le pays laïque, c'est ce que je vais en reparler tout à l'heure avec la loi de 1905, dont on reparle encore aujourd'hui, qui est tout le temps dans l'actualité. Elle revient tous les 2-3 mois, elle revient dans l'actualité, cette loi de 1905, qui est toujours pareil en application. Bref, on va faire le bilan de ce grand B. Ça va vous faire office de cours. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre en note ce qui va être écrit et de le compléter avec ce que je suis en train de vous raconter. Donc, en 1880, c'est ce que je dis, la République est enfin consolidée. C'est ce qu'on a vu, ça y est, elle ne sera plus remise en cause par les royalistes. Elle va être remise en cause par plein d'autres personnes, elle va être menacée, il n'y a pas de problème. Mais la menace royaliste qui était la plus importante au début de la Troisième République, c'est fini. Et donc du coup, les députés vont dès lors pouvoir voter de grandes lois libérales, des lois qui vont reprendre eux-mêmes le proclame, l'esprit de 1789. Deux grands thèmes dans ces grandes lois, d'accord, libérales. Réaffirmer les libertés fondamentales, laïciser le pays. Réaffirmer les libertés fondamentales. D'abord, donc je reviens tout ce qu'on a dit, je vais les relister que ce soit clair. 1881, liberté de réunion et d'expression réaffirmée. L'objectif, favoriser l'essor du débat politique, que plus personne ne puisse, que tout le monde, pardon, puisse exprimer quelles que soient ses opinions politiques, c'est très important. Les républicains en ont été vraiment victimes, hein, c'est eux qui ont été les plus menacés, les plus condamnés par les régimes précédents. Cette fois-ci, eux, ils accordent une liberté totale via la liberté de réunion et d'expression. Ça va de pair avec la liberté de la presse, la même année. Le nombre de publications et de tirages explose, et donc finalement, bah, l'éducation politique des citoyens est assurée, la diversité, etc. Et ça se diffuse surtout dans toute la France grâce à la presse. J'avance encore. 1884, on est toujours dans l'esprit politique avec le suffrage universel qui est de plus en plus utilisé avec l'élection des maires. La liberté syndicale, très importante pour que chaque citoyen puisse défendre ses droits, et notamment bah, ici on s'adresse globalement aux ouvriers, donc les citoyens les plus modestes. Et donc c'est la loi Waldeck-Rousseau, vous devez retenir ce nom-là, 1884, liberté syndicale. Liberté d'association qui va avec, 1901, d'accord, alors elle existait déjà, mais cette fois-ci, donc elle est inscrite dans la loi, et cette loi elle est importante parce qu'aujourd'hui encore elle est en activité, mais c'est une loi, d'accord, qui accorde une liberté totale d'association, sauf, et je vais en reparler, donc aux associations religieuses, aux congrégations. Le deuxième point de cette république libérale, c'est une république qui doit aussi devenir laïque. La France doit devenir laïque. Cette notion de laïque apparaît vraiment à ce moment-là, au début du XXe siècle. C'est ce que j'ai expliqué là, je reviens pas dessus, la loi de 1901 ne s'étend pas aux congrégations religieuses. Pas de liberté d'association pour les religieux, il faut demander. Mais surtout, alors là, donc, c'est la loi de séparation des églises et de l'État en 1905. Cette loi qui définit encore aujourd'hui la laïcité en France. Et elle peut se résumer, d'accord, en une phrase. Alors, elle est beaucoup plus complexe que ça, mais on n'est pas là pour rentrer dans des détails. La République ne reconnaît plus aucun culte, mais en garantit le libre exercice. Autant dire, qu'est-ce qui se passait avant? Il y avait un régime depuis 1801 de concordat où la France reconnaissait et finançait trois grandes religions. Les catholiques, les protestants, les juifs. Et c'était tout. Et la religion était organisée comme ça. Maintenant, 1905, séparation totale. Plus aucune religion n'est reconnue par l'État. Ça ne veut pas dire qu'elles sont interdites. D'accord? C'est comme exactement aujourd'hui. On est toujours dans ce régime-là. On n'en finance plus aucune, on ne reconnaît plus aucune religion, mais chaque Français est libre d'avoir la religion qu'il veut. C'est la liberté de conscience. Et cette liberté de conscience ne peut que s'exprimer que si justement bah, l'État ne favorise pas la moindre religion.
J'espère avoir été clair. Et finalement, aujourd'hui, elle est encore dans le débat, d'accord? On veut à chaque fois, mais finalement, il suffirait d'une stricte application de la loi de 1905 pour éviter tous les problèmes, plutôt que des interprétations douteuses comme on peut en avoir à droite à gauche, d'accord? À l'époque, les catholiques se sont sentis complètement visés par cette loi. Aujourd'hui, on tape un peu facilement sur les musulmans avec cette loi. Non, d'accord? Ici, l'objectif de cette loi, c'est juste une séparation des églises et de l'État. Et si on se contentait juste vraiment de son application, de lire les textes de loi, eh bien, il n'y aurait aucun problème là-dessus. Et ça éviterait beaucoup de débats et de problèmes. Bref, j'en ai fini avec ce grand B sur la République libérale. Et l'autre pilier, d'accord, de cette République qui s'enracine, elle va s'enraciner grâce à l'école. Et vous aviez aussi donc des questions. La première, elle est importante, donc c'est quoi finalement les lois sur l'école de 1880 à 1882 pour faire simple, mais surtout 80 et 82. Donc résumer ce qu'est l'obligation scolaire et montrer qu'elle ne porte pas atteinte aux libertés individuelles. Vous aviez ce document, d'accord, ici avec donc cette loi de 1882. Le premier article, il est sympa à lire parce que finalement, vous voyez que finalement, les programmes on peut changer. On continue à globalement étudier la même chose à l'école, donc un programme d'instruction. L'objectif, hein, c'est éduquer, voilà, éduquer, faire des Français de bons citoyens, des personnes qui sont capables d'utiliser, de raisonner, d'utiliser leur esprit critique, et tout ça, ça passe par des enseignements qui sont là et qui ressemblent beaucoup aux vôtres encore aujourd'hui. On nous explique aussi, d'accord, qu'il y aura 2 jours de repos par semaine, le dimanche et un autre jour. Et enfin, et c'est surtout celui-là, l'article 4, où tout est expliqué, c'est quoi, d'accord, les lois sur l'école à cette époque-là. Tout est souligné. L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, important, âgés de 6 ans révolus à 13 ans révolus. Voilà, nous avons donc ici, c'est quoi l'école aujourd'hui en France? Elle était en 1882, l'école devient obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. On rajoute avec ça qu'elle devient gratuite, d'accord? Très important, parce que si elle est obligatoire et qu'on doit la payer, ça mettrait beaucoup de familles dans le besoin. Et elle devient aussi laïque, c'est-à-dire que l'instruction est assurée par des instituteurs formés par la République et non plus par des prêtres, car avant c'était des prêtres, mais j'y reviendrai. Maintenant, alors, c'est ça donc, ce qu'il faut retenir aussi, et ça va être dans la deuxième partie là, c'est l'instruction qui est obligatoire, ce n'est pas l'école. Donc soit on va à l'école, c'est plus facile, mais on n'est pas obligé. D'accord? Les familles peuvent donner l'école. C'est ce qu'explique le père de famille ou toute autre personne qui l'aura choisi. Donc ici, les libertés individuelles sont respectées puisque n'importe qui peut assurer l'école du moment que les programmes au-dessus là sont respectés. La loi dit il faut étudier ça, après n'importe qui peut le faire. Ça peut être le père de famille, ça peut être la mère de famille, mais ça peut surtout être en fait ce qui est écrit ici entre les lignes, c'est le prêtre qui peut continuer à faire l'école du moment que le prêtre assure le programme de l'article 1er. Bref, je résume ici, les lois Ferry, donc de 1880 puis 1882 avec la laïcisation, rendent l'instruction primaire, donc disent, pardon, il y a une petite erreur, l'instruction primaire donc est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers âgés de 6 à 14 ans révolus. L'école est également gratuite. Important. D'accord? Ici, l'objectif, c'est que, en fait, finalement, si l'école était elle doit être obligatoire parce que sinon, même si elle était gratuite, les parents ne mettraient pas forcément leurs enfants à l'école parce que, d'accord, il faut aller aider dans les champs, à la campagne, il faut aller aider à l'usine parce que sinon on gagne pas assez. Donc les enfants ne s'en sortiront pas. Donc on la rend obligatoire. Si on la rend obligatoire, il faut qu'elle soit gratuite parce que sinon ce serait pas possible. Donc les deux vont ensemble. Et c'est exactement encore aujourd'hui ce que vous avez. J'insiste bien par contre, c'est l'instruction qui est obligatoire, c'est pas vraiment l'école. Les enfants ne doivent pas nécessairement aller à l'école, hein, puisque je vous mets tout le passage, les libertés individuelles sont respectées. L'enseignement privé est toléré comme aujourd'hui. Question 2. Expliquez pourquoi les républicains sont attachés à l'enseignement des filles. S'agit-il d'assurer leur émancipation? Vu la question, vous vous doutiez que non. C'est dans ce document-là. Et ici, donc, je vous souligne le passage qui m'intéresse. Pourquoi la République veut éduquer les filles? Pourquoi l'école devient aussi obligatoire pour les filles alors que finalement les filles sont privées d'un nombre de droits incalculables, d'accord? Une femme à cette époque-là ne peut pas divorcer, ne peut pas travailler sans l'accord de son mari, ne peut pas avoir de compte en banque, et j'en passe.
Bref, par contre, là, la République dit, l'école, et ben ici, c'est obligatoire pour les filles. Donc il y a une petite contradiction entre les femmes sont mineures devant la loi, aux yeux du code civil plutôt, mais à l'école, elles doivent quand même y aller. Tout simplement, là, c'est une raison, ça est clairement lié avec la volonté de laïciser le pays, puisque vous avez le passage que je vous souligne, les évêques le savent bien, celui qui tient la femme, celui-là tient tout, d'abord parce qu'il tient l'enfant, ensuite parce qu'il tient le mari. Donc ça veut dire ici que si la femme, d'accord, est aux mains de l'Église, eh bien c'est tout le foyer qui peut être aux mains de l'Église. Et il faut impérativement contrer ça. Et donc pour éloigner les femmes de l'Église, bah, il faut tout simplement les envoyer à l'école où on va leur apprendre les principes de la République et non plus ceux de l'Église. Donc je résume, il ne s'agit donc pas d'émanciper les filles, un peu quand même, hein, d'accord. C'est ce que je vous mets, hein, les filles apprennent à lire, à écrire, c'est une chance. Cependant, j'ai pas le temps de développer là-dessus, mais les enseignements sont en partie destinés à en faire de bonnes épouses, hein. Il y a des cours, c'est pas un mythe, ces cours de couture, de cuisine, etc., à de bonnes tenues, eh bien c'est pour les filles, d'accord, quand les garçons suivent un cursus qui ressemble au vôtre. Donc voilà, il y a quand même une éducation de base, mais c'est pas ça. L'essentiel, c'est vraiment donc laïciser le pays, puisqu'aux yeux des républicains, les femmes sont davantage pratiquantes, et c'est en partie vrai. Ouais, je le dis bien, d'accord? Les femmes vont plus à l'église, et donc seraient plus soumises à l'influence de l'église. En offrant l'instruction aux filles, la République entend donc lutter contre l'influence de l'église, puisqu'on éloigne globalement les filles de l'église, et surtout, d'accord, et puis avec l'instruction qu'on leur donne, elles vont être moins influençables. En tout cas, c'est ce qu'on pense, à juste titre. Alors, je passe sur la question 3. Voilà, pour gagner du temps, qui n'était pas essentiel, hein, c'était sur l'instruction morale. Et je passe directement à la question 4. Là, on va retenir trois mots-clés. Pareil, je vais aller vite et je repasserai un peu plus de temps sur le bilan. Définissez le rôle des instituteurs selon Jules Ferry. Donc ici, je vous ai mis cet extrait du dossier que je vous avez envoyé. Et donc, en fait, ici, on voit l'instructeur et tout est résumé. D'accord? Cet instructeur, il porte ici sa blouse, d'accord, d'instituteur, on le reconnaît. L'objectif, ici, on voit bien, il apprend à lire à ses élèves, on voit un globe terrestre, on voit une plume, etc. Donc les élèves sont à l'école pour s'instruire. L'instituteur est là pour instruire, c'est évident, c'est encore le but aujourd'hui. Mais ce n'est pas que. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas que, même si ça a un peu évolué. Aussi, l'instituteur, il est là pour, et vous le voyez sur ici l'image, avec cette devise tout en haut de chaque école, liberté, égalité, fraternité, il est là pour enseigner les valeurs de la République. D'accord? Les faire s'infiltrer, s'insinuer jusqu'au plus profond de la France, dans les endroits les plus reculés. L'instituteur arrive, il a été formé par la République, et il est là pour transmettre ses valeurs à des élèves qui parfois, vous voyez, on est dans une société encore où, dans certains coins de France, on ne parle pas le français. Au fin fond de la Bretagne, à la fin du 19e siècle, on parle breton, on ne parle pas le français. Et bien, l'instituteur qui arrive, lui, donc il arrive, et bien, dans les valeurs de la République, il y a la langue française, il y a les valeurs liberté, égalité, fraternité, il y a aussi et surtout la laïcité. Et donc, bah voilà, ils vont être là. Donc, en fait, finalement, nos trois piliers, et j'y réponds ici, éduquer, c'est la priorité encore aujourd'hui. Permettre à l'ascension sociale, on en avait déjà parlé, mais un enfant d'ouvrier à l'époque qui ne va, si l'école n'est pas gratuite, si l'école n'est pas obligatoire, il n'ira pas à l'école, il n'apprendra pas à lire, il n'apprendra pas à écrire, et le seul métier qui s'offrira à lui, bah, c'est ouvrier à son tour. Donc c'est la classe ouvrière et ça se perpétuera, peu de chances d'évolution. Avec l'école, il y a une vraie chance de s'en sortir. D'accord? Donc là, le rôle de l'école, il est essentiel. Mais c'est aussi, d'accord, laïcisé. On enlève l'influence des prêtres qui assuraient avant l'école, ils sont remplacés par des instituteurs laïques qui diffusent les valeurs de la République, dont notamment la laïcité, et donc ces valeurs de la République. Voilà, je l'ai dit, donc la langue française, liberté, égalité, fraternité, l'histoire de France, le patriotisme, etc. Tout ça se diffuse. On a une véritable unification de la France grâce à l'école. C'est donc l'heure du bilan. Euh, Ici, donc, l'école, c'est un des chantiers prioritaires de la République, c'est normal. D'accord? Pour enraciner durablement le régime, il faut y faire adhérer la jeunesse.
les choses qu'on vous enseigne tôt, elles restent souvent pour toute votre vie. C'est encore valable aujourd'hui. Et on en reparlera quand on fera le bilan en classe. Mais aujourd'hui, si je vous demande des symboles de la France, vous me donnerez sûrement des symboles de la République. Les deux sont mélangés parce que depuis que vous êtes petit, vous apprenez que le drapeau bleu, blanc, rouge est un symbole de la France. Depuis que vous êtes petit, vous apprenez que la Marseillaise est un symbole de la France. Non, ce sont des symboles de la République française. Grosse nuance. Mais l'école est là pour ça, d'accord? Et vos parents qui ont été qui ont été éduqués à l'école de la République, bah, vous transmettent exactement la même chose. Et donc voilà, donc la République, de génération en génération, a complètement réussi son pari, faire adhérer les gens à la République via l'école, via l'éducation. Euh, donc, mais attention, d'accord? L'idée hein, ici, c'est quand même, et la priorité, c'est d'éduquer, d'instruire, puisque l'école, c'est même si des efforts donc ont déjà été entrepris hein, depuis le milieu du 19e siècle, l'école, c'est pendant resté très longtemps un privilège pour les enfants les plus riches. Elle n'était pas obligatoire, tenue essentiellement par des membres du clergé. Bref, c'est ce que je vous mets à la fin. Dans une France majoritairement paysanne et ouvrière, les jeunes Français aident avant tout leurs parents et ne vont pas nécessairement à l'école. Et l'école est là pour réparer, c'est pour ça qu'on va la rendre obligatoire et gratuite. C'est exactement ça, je ne reviens pas dessus, il faut vraiment que vous connaissiez Jules Ferry, l'école gratuite obligatoire de 6 à 13 ans. Et en 1882, on vient compléter ces lois, d'accord, avec les programmes et les enseignements qui deviennent laïques. Les écoles privées sont tolérées, comme aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui, vous êtes dans le privé, par exemple, mais vous avez exactement le même programme que dans le public. Il n'y a aucune différence, c'est sous contrat. Euh, c'est vraiment important, donc ici, ce qu'on retient sur l'école, deux choses, une grande avancée sociale pour la France, d'accord, une chance d'éduquer la jeunesse et donc d'éduquer tout le pays qui va être capable de, donc les Français vont devenir de bons citoyens, vont gagner en niveau, bref, c'est essentiel, mais aussi un bon moyen d'enraciner la République puisque les valeurs de la République sont enseignées à l'école. J'en ai terminé. Désolé, c'était peut-être un petit peu long, mais il y avait pas mal de choses à voir. Donc, je vous laisse prendre tout ça en note. D'accord? Ce sera en gros à faire, voilà, vous faites ça tranquillement pour quand on va se revoir. Et puis, je vous ai donné aussi quelques questions pour enchaîner, et ces questions, on les corrigera ensemble. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez la moindre question, une moindre incompréhension, vous n'hésitez pas, école directe ou Discord, vous posez votre question. Peut-être Discord, c'est pas si mal parce que tout le monde voit votre question, alors sauf si c'est privé bien sûr, mais ça peut, je pense que si vous la posez, vous n'êtes peut-être pas le seul, donc il ne faut pas hésiter. Je vous souhaite bon courage et je vous dis, j'espère, à très vite.